Donc, nous vous entendons, Pierre Moscovici, sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la situation aux perspectives des finances publiques que vient de publier la Cour des comptes. Ce rapport permet d'enrichir notre réflexion à la perspective des débats de cet automne relatifs au projet de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale. L'an dernier, nous avions déjà entendu sur ce rapport le 12 juillet. Cette année, le rapport est présenté un peu plus tôt, ce qui permet de vous recevoir dès la fin du mois de juin. En outre, des fiches thématiques de revue des dépenses seront publiées très prochainement par la Cour et devraient venir compléter notre information. Nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau à cette occasion. Monsieur le Premier Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'avoir invité pour présenter un rapport qui est traditionnel, mais qui l'est un peu moins cette année, sur la situation et les perspectives des finances publiques. Je souhaite saluer l'ensemble de ces artisans, Mme Cambi, président de la Première Chambre, ses équipes, Emmanuel Gianesini, conseiller maître, contre-rapporteur Stéphane Guéné, conseiller maître en service extraordinaire, rapporteur général Olivier Vazey, conseiller référendaire, Claire Falzone, Emmanuel Gessua, conseiller référendaire en service extraordinaire, Nicolas Tervet, auditeur. Cette année, comme les précédentes, le rapport porte des messages importants sur l'état toujours très dégradé de nos finances publiques et d'essayer de se projeter sur une trajectoire de redressement alors que le contexte économique a fortement évolué depuis l'année dernière. Un mot là-dessus, la croissance ralentit, même si la France semble avoir échappé à la récession, contrairement à l'Allemagne. Le dynamisme exceptionnel des rentrées fiscales qui nous a bien aidés en 2021 et 2022 ne se répétera sans doute pas une troisième année consécutive. Et du côté des dépenses, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt augmentent la charge de la dette qui mobilise une part importante de nos ressources. Et je l'ai dit et je le redirai, si nous voulons préserver notre souveraineté budgétaire, si nous voulons restaurer nos marges de manœuvre pour financer la transition écologique, si nous voulons pouvoir investir dans les domaines clés, il est indispensable d'assainir nos finances publiques. Le rapport que je vais vous présenter comporte 4 chapitres, et c'est là-dessus que je vais axer mon intervention, qui porte sur l'exercice 2022, l'exercice 2023, la trajectoire pluriannuelle 2023-2027, et le quatrième et plus novateur est une contribution transversale et méthodologique de la Cour des comptes à l'exercice de revue des dépenses. Le RSPFP de cette année, c'est comme ça que nous l'appelons, est l'occasion de constater que le déficit demeure très élevé en 2022. Je vais commencer par là. Nous avons beaucoup parlé, nous parlons toujours beaucoup du quoi qu'il en coûte, dont nous devons acter définitivement la fin, une sortie qui était annoncée depuis longtemps, mais l'année 2022 qui devait marquer sa sortie ne l'a pas permis, avec la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, la montée de l'inflation. Ça a empêché le retour à la normale des dépenses publiques. L'inflation a atteint des niveaux que nous n'avions pas connus depuis les chocs pétroliers, les années 70 et 80. Le gouvernement a choisi de protéger les ménages et les entreprises grâce à des dispositifs comme le bouclier tarifaire et les primes à la pompe, des choix qui ont permis de sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, mais qui ont entretenu une dynamique de dépenses. Et donc le déficit a, de ce fait, resté élevé à 4,7 points de PIB. Si je le qualifie d'élevé, c'est parce que, paradoxalement, nos finances publiques ont bénéficié en 2022 de facteurs conjoncturels relativement favorables. D'abord, et c'est logique, les mesures de soutien liées à la crise sanitaire et les dépenses de relance ont diminué de 50 milliards d'euros. C'était attendu, mais c'était considérable, même si on sait qu'il y a eu un relais pris par les dépenses liées à la crise énergétique. D'autre part, et comme en 2021, le dynamisme spontané des recettes publiques a été exceptionnel, au point que, malgré la poursuite des baisses d'impôts, 50 milliards depuis 2017, le taux de prélèvement obligatoire a atteint en 2022 son plus haut niveau historique à 45,4%. Il n'a jamais été aussi élevé en France. Pourquoi, dans ces conditions, le déficit reste si haut ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce déficit reste, pour sa plus grande part, de nature structurelle, à hauteur de 4 points de PIB, et qui ne va donc pas se résorber du seul fait du redressement de l'économie. Nous sommes très loin des normes, d'ailleurs obsolètes, qui avaient été fixées par la loi de programmation de finances publiques 2018-2022. Conséquence, la dette publique est elle aussi très élevée, à 111,8 points de PIB, supérieure à son niveau de 2019, à hauteur de 14,2 points d'augmentation. Elle est passée de 2 375 milliards d'euros
en 2019 à 950 milliards d'euros en 2022. C'est une augmentation de 575 milliards d'euros en 3 ans. J'en viens maintenant toujours au pas de charge à l'année 2023, qui aurait dû être la première année d'une trajectoire de redressement. Disons, si je devais utiliser une formule, et je me base sur les prévisions du gouvernement, qu'on peut craindre que ce soit une année, disons, blanche ou de transition en matière de redressement des finances publiques, bien sûr. Nous avons eu un hiver doux, pas de rupture d'approvisionnement sur le gaz, les prix de l'énergie ont fortement diminué en début d'année. L'année 2023 demeure toutefois marquée par de nombreuses incertitudes, tant du point de vue géopolitique que financier. Dans ce contexte, selon le programme de stabilité, notre croissance atteindrait seulement 1% en 2023. L'inflation resterait proche de 5%, prévision qui, pour la croissance, est un peu supérieure à celle des différents instituts de conjoncture. S'agissant des recettes publiques, elles devraient marquer cette année, prévision du gouvernement toujours, un net ralentissement en termes réels. Le gouvernement prévoit qu'elle pourrait croître de 4,3%. Ce serait moins que la valeur du PIB, qui augmenterait de 6,5%. Et ce décalage explique que le taux de prélèvement obligatoire devrait baisser à 44,3% de PIB. Face à cela, la dépense publique progresserait moins vite que l'inflation, du fait du repli des dépenses de soutien face à la crise sanitaire et de relance, et malgré des mesures de soutien liées à l'énergie toujours conséquentes. Au total, le déficit augmenterait à nouveau à 4,9 points de PIB. Il n'est pas exclu qu'il y ait une surprise un peu favorable. Disons que c'est une stabilité légèrement à la hausse, avec un déficit structurel inchangé à 4 points de PIB, une dette qui serait à 109,6 points de PIB, ce qui est un repli de 2 points dont on se réjouirait davantage qui n'était exclusivement dû au seul effet de l'inflation sur le dénominateur. Si on regarde les efforts faits en termes de désendettement, c'est nul en réalité. La conclusion de ce tableau pour 2023 est que ce sera une année blanche en termes de redressement des finances publiques. Je reviens maintenant à la trajectoire 2023-2027 tracée par le programme de stabilité. J'en ai déjà parlé devant vous en tant que président du Haut Conseil des finances publiques. Je ne serai pas long. Notre message est simple. Ramener le déficit à moins de 3%, et j'ajoute significativement moins de 3%, en 2027. C'est un objectif atteignable, mais au prix d'un effort substantiel sur la dépense publique, d'autant que le scénario macroéconomique qui sous-tend cet objectif est plutôt optimiste et donc à la merci d'une déception. Les crises sanitaires puis énergétiques ont propulsé notre dette publique à des niveaux historiques. La période qui s'ouvre à partir de 2023 doit donc impérativement être mise à profit pour retrouver des marges de manœuvre et redresser nos finances publiques. C'est un point de départ. Aux assises des finances publiques où nous étions, vous comme moi, Monsieur le Président, la semaine dernière, la Première ministre a annoncé que le projet de loi de programmation des finances publiques sera redéposé sur le bureau des assemblées en septembre, ce qui est une bonne chose. Et j'ajoute, mais j'ai déjà dit ça à maintes reprises, que c'est absolument impératif, non seulement au regard de nos engagements européens, mais aussi pour ancrer, pour expliciter, pour étayer notre stratégie de finances publiques. Et ce projet de loi de programmation de finances publiques devra, selon moi, apporter des réponses à 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est celui du risque de divergence au sein de la zone euro. La trajectoire qui est proposée dans le PSTAB est moins ambitieuse que celle de nos principaux partenaires européens, et sous réserve bien sûr que ceux-ci remplissent leurs propres engagements. On devrait constater une accentuation de la divergence pendant ce mandat, alors que toute la gouvernance de la zone euro, n'est-ce pas, monsieur le député Holroyd, est fondée sur l'impératif d'une convergence, gage de solidité et de durée. Le deuxième enjeu est celui du réalisme des prévisions macroéconomiques utilisées pour construire cette trajectoire de retour sur les 3%. J'ai déjà eu l'occasion de dire, comme président du HCFP ici, qu'il nous semblait que les hypothèses macroéconomiques qui ont été prévues par le gouvernement à ce moment-là sont trop optimistes, notamment en termes de croissance potentielle, et conduisent donc à sous-évaluer l'effort pour atteindre les objectifs de finances publiques. Le troisième enjeu, c'est celui de la maîtrise des dépenses. Là aussi, je me suis déjà exprimé là-dessus, je vais donc être très bref. Avec le niveau déjà atteint par nos prélèvements obligatoires, il est clair que la réduction du déficit reposera à titre principal, je ne dis pas à titre exclusif, sur un effort substantiel en dépenses. Les ordres de grandeur sont connus, avec une croissance de la dépense publique en volume limitée à 0,4 points par an hors charge d'intérêt. C'est en réalité entre 10 et 12 milliards d'euros d'économies qu'il faudra réaliser chaque année. Je parle d'économies nettes, alors que de nouvelles dépenses ont déjà été annoncées. Ça veut dire en gros 60 milliards sur le quinquennat. La crédibilité et le succès de ces objectifs exigent donc que le projet de loi de programmation des finances publiques soit ambitieux et précis
sur les réformes qui permettront de réaliser ces économies. Je repasse ce message à nouveau, et j'en arrêterai là sur ce point. Il faut être ambitieux, parce que pour la France, être vraiment la dernière à passer en dessous de 3% et le faire très modestement à la fin du quinquennat, réduire à peine notre déficit, ça n'est pas satisfaisant. Il faut être réaliste, parce que si vous fixez des objectifs ambitieux et que les hypothèses sont trop optimistes, alors elles ne se réalisent pas. Ils ne se réalisent pas, je parle des objectifs. Quatrième point, je veux m'y étendre un tout petit peu plus, parce que je pense que c'est le plus novateur de ce rapport, c'est pour ça que je me suis permis de passer très vite sur les trois premiers. La revue des dépenses, à laquelle s'est engagé le gouvernement, que la Cour propose d'axer sur la qualité et les résultats. Une revue des dépenses est à mes yeux indispensable, et elle peut être un moment très puissant au service des objectifs de la programmation pluriannuelle si elle est menée avec détermination, dans la durée, si elle porte sur un périmètre large et si elle implique et responsabilise tous les niveaux d'administration publique. Chez nos voisins, un tel exercice n'est en rien une nouveauté. Chez nous, il n'a jamais existé. C'est aussi simple que ça. Nous avons eu des expériences préalables. Il y a eu les audits de modernisation de l'État en 2005, il y a eu les RGPP en 2007, il y a eu ce qu'on a appelé la MAP en 2012, le plan Action publique 2022 en 2017, démarches qui étaient pour l'essentiel limitées aux dépenses de fonctionnement courant de l'État, qui n'ont abouti qu'à des résultats très modestes et en réalité totalement budgétaires. Et la dynamique de notre dépense publique en atteste. La nouvelle génération de revues de dépenses doit en tirer les leçons. Et elle doit être conçue dès l'origine comme un exercice plus ambitieux. C'est l'occasion de mettre en place une gouvernance des finances publiques saine et efficace, en associant, j'insiste sur ce mot, toutes les administrations publiques, l'État et ses opérateurs, la sécurité sociale, les collectivités territoriales, en portant les forces sur non pas seulement les dépenses de fonctionnement courantes, mais toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement, pour tous les secteurs. Et toutes les dépenses doivent être soumises aux exigences similaires de qualité et de soutenabilité. Pour ça, nous avons placé la qualité de la dépense publique au cœur de notre contribution à cette revue de dépenses et nous avons identifié des pistes d'amélioration. J'ai une conviction répétée, c'est que la réduction brutale et uniforme des dépenses publiques n'est pas une solution. J'ai dit moins de fois que l'austérité était la pire des options et le rabot la pire des procédures, la plus stupide. Seule la recherche de qualité et d'efficience doit être la clé de la maîtrise de la dépense. Pourquoi soulever cette question de la qualité de la dépense pour mieux la maîtriser? Parce que je fais comme beaucoup, je crois comme vous, le constat d'un paradoxe français de la dépense. Nous sommes un pays qui a choisi une part importante de socialisation, c'est un choix collectif, et qui au fond ne s'est jamais démenti depuis 50 ans. Alors il y a des hauts et des bas, il y a des options politiques différentes, mais en gros quand même, on n'a jamais quand même mis un coup de pédale sérieux là-dessus. Ça peut fonctionner à une condition, c'est que la satisfaction à l'égard du service public soit élevée. Or, on constate que depuis le début des années 2000, elle ne cesse de baisser, alors que la dépense, elle, a cru de 28% en volume par habitant depuis 2000. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos concitoyens sont en droit de se tourner vers les décideurs publics, vers vous, mesdames et messieurs les députés, vers le gouvernement, vers ceux aussi qui participent au système public, je ne mets pas à l'écart de ça, en disant « qu'est-ce que vous faites de notre argent ?» Nous voulons bien dépenser beaucoup, mais à condition que ça marche très bien. Or, quand on constate que, par exemple, l'éducation nationale recule dans les classements PISA ou que notre politique du logement, je sais qu'elle prête à débat, est fortement inadaptée, qu'elle ne répond à aucun de ses objectifs, ni la construction, ni le logement social, on se dit il faut dépenser beaucoup, peut-être, mais dépenser mieux. C'est ça, la logique de la qualité. Nous avons réfléchi sur la qualité de la dépense en partant de questions simples à 3 étages clés: conception, déploiement, évaluation. Au titre de la conception des dispositifs de dépenses, il est nécessaire de mieux étayer leur valeur ajoutée, leur utilité, au travers notamment d'un ciblage plus pertinent, d'assigner à ces dépenses des outils plus clairs, mieux hiérarchisés, de veiller à ce que ces dépenses soient cohérentes, non redondantes par rapport aux dispositifs existants. Tout ça a l'air de bon sens, mais je vous renvoie au rapport pour constater, nombreux exemples à l'appui, que ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Il faut aussi veiller plus qu'aujourd'hui à la cohérence des initiatives entre les différents niveaux d'administration, en associant plus en amont et plus étroitement les parties prenantes. Par ailleurs, la compatibilité climatique, c'est-à-dire la cohérence avec nos engagements en faveur de la transition écologique, doit être vérifiée dès la conception de la dépense. Ces critères sont déjà pour partie l'objet d'études d'impact obligatoires depuis 2009, mais celles-ci ne s'appliquent pas à la totalité des textes
Et elles n'ont pas enrayé la dynamique de la dépense publique, ni d'ailleurs amélioré beaucoup leur qualité depuis 13 ans. C'est donc à une véritable montée en gamme des études d'impact et des évaluations préalables que nous appelons, avec une idée un peu disruptive que je défends devant vous, la contre-expertise académique systématique et indépendante des études d'impact. Je sais que cette idée se heurte à des objections, notamment dans une culture budgétaire très orientée sur le monde public, très concentrée sur l'exécutif. Mais je veux glisser au passage cette parenthèse, qui est pour moi une conviction très forte, c'est que cette culture doit évoluer, changer, s'ouvrir. Que dans notre pays, nous devons avoir un peu moins peur du débat et de la contre-expertise que ce n'est le cas aujourd'hui. Dans un second temps, au titre du déploiement des dispositifs de dépense, les crises récentes ont montré, c'était plutôt heureux, que l'administration est capable de réagir vite, de dépenser rapidement, lorsque c'est nécessaire, en s'appuyant sur plusieurs outils de simplification issus de la révolution digitale. Néanmoins, en cours de mise en œuvre, comment trouver un bon équilibre entre rapidité, contrôle du paiement à bon droit et lutte contre la fraude? Les enjeux sont massifs. C'est des enjeux de dizaines de milliards d'euros en tout cas. Et la Cour estime que la revue de dépenses doit intégrer ces deux dimensions, rapidité et contrôle, lutte contre la fraude, et doit conduire à élever au meilleur standard les dispositifs de contrôle. Toujours au stade du déploiement, nous observons qu'une fois les crédits votés, les systèmes de répartition des moyens entre services, territoires, opérateurs, par exemple entre universités, entre tribunaux, entre collectivités territoriales, est un enjeu majeur. Ce sont ces systèmes-là, avec leurs critères, qui déterminent en pratique de combien, bien plus que le vote d'enveloppe globale, bénéficie le citoyen. Or, il y a une très grande inertie dans ces systèmes. Ils privilégient les dotations historiques, sans corrélation avec les coûts auxquels font face leurs bénéficiaires, sans tenir compte suffisamment des situations locales. Ils génèrent insatisfaction, inégalité territoriale, insuffisante prise en compte de la démographie, etc. Et là encore, il me semble qu'une revue de dépenses doit être l'occasion de moderniser ces systèmes en les rendant plus transparents et davantage orientés vers la qualité de service et les gains d'efficience. Par ailleurs, nous observons que le volet performance de la LOLF est très lacunaire et daté. Je vais même être un peu rude. Le volet performance, c'est, je le crains, l'administration qui conçoit ses propres indicateurs de performance à destination de ses propres corps de contrôle, sous le regard un peu indifférent, sauf le respect que je dois à chacun de ceux-ci, des commanditaires politiques et du grand public. La voie que nous proposons, c'est celle d'une ouverture, d'un grand coup d'air sur tout cela. Il faut franchir une étape audacieuse et ouvrir largement les données publiques, y compris budgétaires, pour que la société civile produise ses propres mesures de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs publics. Enfin, dernière dimension, l'évaluation. Elle est indispensable pour mesurer la performance et surtout pour susciter une boucle d'amélioration en continu. Il devrait être désormais, selon nous, systématique d'inclure dans le dispositif juridique de nouveaux dispositifs de dépenses une clause d'évaluation associée à leur limitation dans le temps, leur prolongation se faisant sous condition d'analyse de leurs résultats. Dans la continuité de l'ouverture que j'évoquais il y a un instant à propos de l'analyse de la performance, nous proposons que l'évaluation des dispositifs publics change véritablement d'échelle, sorte du microcosme public, avec des programmes pluriannuels respectés, des travaux davantage confiés à des structures du monde académique, des laboratoires, universitaires, entre autres. Voilà, mesdames et messieurs les députés, j'ai été vite. Cette grille d'analyse de la qualité proposée par la Cour permet de constater certains progrès accomplis depuis une quinzaine d'années, heureusement, mais il y a aussi de très nombreuses voies d'amélioration qui exigent parfois de rompre avec des pratiques très ancrées de la dépense publique en France. Si elle porte sur l'ensemble des dépenses, sans exclure quoi que ce soit a priori, si elle responsabilise toutes les administrations, sans exception, si elle s'inscrit dans la durée, si elle reste sous-tendue par une volonté de politique forte, cette revue de dépenses peut être un levier de l'amélioration de la qualité de la dépense publique et de sa soutenabilité. C'est à cette condition que nous réaliserons enfin une vraie revue des dépenses publiques. Disons-le, les assises des finances publiques étaient un bon début, elles ont marqué une volonté, mais elles ne peuvent pas être une fin. Ni une fin en soi, ni une fin tout court. Ça doit être le début d'un processus où on ouvre, beaucoup plus que ça a été le cas, le débat sur les finances publiques, où on procède à de vraies revues, où on ne se contente pas d'une analyse budgétaire, mais on va beaucoup plus loin dans l'analyse des politiques publiques, dans leur réforme, car c'est la seule façon de générer une maîtrise de la dépense qui ne soit pas mécaniste et donc frustrante. À défaut, nous produirons un exercice utile sur le plan financier, mais qui ne traitera pas les problèmes à la racine, qui ne permettra pas d'améliorer les politiques publiques,
qui ne permettra pas d'améliorer la satisfaction à l'égard des services publics. Faire des économies, ça peut être le résultat d'une revue des dépenses publiques, parce qu'il s'agit bien de dépenser mieux à moindre coût, mais ce n'en est pas le préalable. Autrement dit, ça n'est pas un exercice budgétaire. C'est difficile parfois à comprendre, mais ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, comme je l'ai rappelé lors des assises des finances publiques, il est temps de passer à l'action. C'est pourquoi la Cour est plus que jamais à la disposition du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, des citoyens, pour mettre à profit sa connaissance des politiques publiques. Et c'est ainsi, en effet, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que nous avons réalisé 9 notes thématiques dans 9 domaines d'action prioritaires: les dépenses fiscales, les aides aux entreprises en temps de crise, la transition écologique, l'éducation, les forces de sécurité intérieure, les relations financières avec les collectivités, la formation professionnelle, le logement et les soins de ville, pour justement montrer comment on peut, c'est pas du tout exhaustif, et évidemment, l'ouverture que nous appelons de nos voeux, elle doit s'appliquer à nous-mêmes, hein, je le dis tout de suite, mais comment on peut mettre en œuvre davantage cette méthodologie. Je reviendrai la semaine prochaine vous présenter ces travaux. Merci de votre attention, et maintenant je suis à votre disposition avec ceux qui m'entourent, notamment la présidente Camby, pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, de cette présentation. Et comme de coutume, je vais ouvrir la discussion et les questions. Bon. La Cour montre que le niveau atteint par l'activité économique en 2022 demeure inférieur de près de 3% au niveau attendu pour 2022 dans le PLF pour 2020. Et que par rapport à son niveau d'avant-crise, la France, plus 0,9%, fait moins bien que la zone euro prise dans son ensemble, plus 2,3%. C'est ce qui est dans votre rapport. Hein. Comment expliquez-vous ce que je peux considérer comme une contre-performance ? Vous insistez sur la dégradation du solde public, puisque les dépenses seraient stables en volume. Il est manifeste que le principal paramètre de cette dégradation est celui des recettes. Avant même d'aborder les modifications de la législation, la Cour souligne que la progression des cotisations sociales, soit 6,7%, a, je cite, été freinée par l'impact croissant des allègements généraux. Ainsi que l'indique ensuite votre rapport, je cite toujours, les mesures nouvelles ont entraîné une diminution des prélèvements obligatoires de 53,9 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2017, et cette baisse nette importante résulte notamment de la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, soit moins 11,1 milliards d'euros, de la baisse des impôts de production, moins 11,3 milliards d'euros. En comparaison avec 2021, ces choix auraient contribué à détériorer le déficit structurel de moins 0,3 points de PIB. Avez-vous pu estimer la perte structurelle due aux mesures discrétionnaires annoncées ou déjà engagées d'ici à 2027 ? Par ailleurs, le gouvernement a revu à la baisse son estimation du produit de la très modeste contribution sur les rentes inframarginales des producteurs d'électricité qui avait été instaurée en loi de finances pour 2023. Ainsi, comme il était possible de s'en douter, elle ne rapporterait finalement que 3,1 milliards d'euros et non, comme on l'annonçait à l'automne dernier, 9,7 milliards d'euros. Ne craignez-vous pas que d'autres recettes aient connu de cette manière une prévision artificiellement gonflée ? Votre rapport rappelle l'impératif de ramener le déficit à moins de 3% du PIB en 2027, tout en indiquant que cet objectif n'est atteignable au prix, je cite, d'un effort substantiel sur la dépense publique, à savoir une évolution de la dépense publique en volume limité à 0,4% par an, d'autant plus si on tient compte de la loi de programmation militaire, ce que la France n'a jamais connu depuis plusieurs décennies. Dans le même temps, la Cour souligne que l'activité économique faiblit à nouveau en 2023, que l'inflation ne recule que faiblement et que les incertitudes sur la croissance demeurent encore fortes. N'êtes-vous pas inquiet de l'effet récessif possible que pourrait induire une contraction durable des dépenses publiques, ce qui aurait alors un effet négatif sur le taux d'endettement ? Plutôt que du côté des dépenses publiques, ça, ce que je viens de dire l'induit, ne faudrait-il pas plutôt rechercher du côté des dépenses fiscales pour réduire l'endettement public ? Je pense notamment au crédit impôt recherche, aux allègements de cotisations et contributions sociales et plus généralement aux aides aux entreprises non conditionnées. Je note d'ailleurs que dans votre rapport, la dépense publique est considérée en incluant les crédits d'impôt enregistrés en dépenses en comptabilité nationale. Enfin, je voudrais vous poser une question liée à l'audition que nous avons eue hier d'un rapport qui a été commandé par le gouvernement sur, l'impact sur les activités économiques et sur les questions de finances des questions environnementales du rapport Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Ici même, M. Pisani-Ferry nous a expliqué qu'il fallait plus 66 milliards d'euros par an d'ici 2030 d'investissements
supplémentaires pour espérer une bifurcation écologique. Bien. Il a donné des recettes. En gros, l'idée, c'est que le quoi qu'il en coûte, au moins de manière écologique, n'est pas derrière nous, mais est devant nous. Vous le savez, c'est une idée que je défends. Il a donné différentes recettes qui est certes, d'un côté, un redéploiement des dépenses brunes, une meilleure ingénierie financière, une hausse des dépenses d'investissement, et deux autres recettes qui peuvent peut-être vous paraîtront iconoclastes, mais sur lesquelles je voulais vous faire réagir, en lien justement avec l'idée que l'inaction coûte plus cher que l'action. Bon. C'est la hausse de l'endettement public de 5 à 6 points de PIB d'ici 2030, multiplié par 2 d'ici 2040, en estimant que c'est un endettement lié à une question d'investissement sur la transition écologique. Et vous le savez, c'est la hausse temporaire des prélèvements obligatoires qu'il a chiffré à 5% dans une fenêtre de 30 ans, donc sur les hyper riches pour aller vite, et qui rapporterait 150 milliards à raison de 5 milliards d'euros par an. Là, on est donc dans une perspective qui est un peu différente de celle que nous a présentée le ministre Bruno Le Maire. Bruno Le Maire viendra nous en parler d'ailleurs ici le 20 septembre, par rapport aux assises des finances publiques qui abordent finalement la zone grise pour l'instant laissée de côté par le gouvernement, c'est-à-dire comment on chiffre et comment on finance les investissements que tout le monde estime nécessaires sur la transition écologique. Donc je voulais, de ce point de vue-là, vous faire réagir par rapport à l'énoncé de vos questions. Et on passe aux orateurs de groupe. On va commencer par Madame Patricia Lemoine pour Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, comme vous l'avez rappelé, des crises successives ont contraint l'État à déployer plusieurs dispositifs de soutien. Je crois que le micro ne marche pas. Allez-y. Je reprends. Comme vous l'avez rappelé, les crises successives ont contraint l'État à déployer plusieurs dispositifs de soutien coûteux pour nos finances, qui ont néanmoins été particulièrement efficaces pour protéger le pouvoir d'achat des Français et soutenir notre économie. Cette politique, qui s'appuie également sur une stratégie de baisse d'impôts massive de l'ordre de 50 milliards d'euros depuis 2018, s'est traduite par de nombreuses créations d'entreprises et d'emplois, entraînant mécaniquement un dynamisme spontané exceptionnel de recettes publiques. Les dépenses publiques de l'État, quant à elles, atteignent un niveau historiquement élevé en 2022, dépassant le seuil des 1 500 milliards d'euros, phénomène qui se poursuivra en 2023, même si elles progresseront moins vite que l'inflation pour atteindre 56% du PIB. Face à ce constat, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, à l'occasion des assises des finances publiques, des économies de l'ordre de 10 milliards d'euros qui constituent une première étape. Il a par ailleurs développé 2 réformes essentielles pour le redressement de nos finances publiques et de l'activité, avec la réforme des retraites et bien sûr celle de l'assurance chômage. Je voudrais m'attarder sur un point de votre rapport, celui du rôle de financeur et d'assureur en dernier ressort que joue l'État au bénéfice des autres administrations publiques qui ont pour conséquence de concentrer sur lui le déficit et la dette publique. Vous précisez ainsi qu'il est désormais nécessaire que tous les acteurs publics s'engagent dans ces exercices de revue de dépenses et de gestion de leurs dettes. Cela exige une évaluation de l'efficacité et de la qualité des dépenses publiques, vous l'avez dit, Monsieur le Premier Président. Or, près de 80% des communes ont moins de 2000 habitants et ne disposent pas des moyens de la faire. Pensez-vous qu'il devient désormais incontournable d'harmoniser les différents agrégats, État, collectivités territoriales, afin de modifier les règles d'évolution et d'évaluation des dépenses publiques? Êtes-vous favorable dans ces conditions à un pacte financier entre l'État et les collectivités territoriales? Si oui, quels pourraient en être les contours? Je vous remercie. Merci. Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, tout d'abord, je vous remercie pour ce rapport annuel qui montre malheureusement, et une fois de plus, la situation dégradée de nos finances publiques. Près de 3 000 milliards d'euros de dettes, un taux de prélèvement obligatoire en 2022 de 45,4% du PIB et des perspectives a priori peu réjouissantes pour 2023. Sur les perspectives, j'ai plusieurs questions à vous poser. Ma première question concernera le mécanisme de correction qui pourrait s'appliquer pour la France au titre du pacte de stabilité. Avec la sortie des circonstances exceptionnelles en 2023, est-ce qu'il vous paraît envisageable que la France finisse sanctionnée par l'Union européenne pour son budget dégradé? Ma deuxième question concerne la revue des dépenses.
Votre rapport donne une méthodologie pour évaluer les dépenses, mais c'est une démarche qui n'est pas tout à fait nouvelle. Déjà, la RGPP puis la MAP ont tenté d'opérer une revue des dépenses de l'État avec des limites connues et très problématiques. La RGPP, à l'époque, a conduit à des fermetures de services de terrain et à des suppressions de postes de fonctionnaires de terrain, sans toutefois simplifier le millefeuille administratif français. Ma deuxième question est donc la suivante. Est-ce que la Cour des comptes pourrait être force de proposition pour la simplification du millefeuille administratif et proposer au cas par cas des suppressions de doublons? Ma troisième question va concerner un sujet que notre groupe aborde régulièrement depuis l'été dernier, à savoir les EATI. À l'occasion des printemps de l'évaluation, mon collègue Kevin Mauvieux a publié un rapport sur le coût des OATI pour nos finances publiques. La charge d'indexation du capital des OATI a coûté 15,5 milliards d'euros en 2022. Le rapport propose la fin des OATI. Que pensez-vous de cette idée de mettre fin à ces OATI en période inflationniste? Je vous remercie. Merci. David Guiraud pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours étrange parce que, on a nos débats sur la dette, sur son utilité, mais il y a à peine quelques mois, vous arriviez en nous disant que jamais quasiment de son histoire, la France n'avait engrangé autant de recettes fiscales, notamment dues à la hausse de la TVA. Et pourtant, on a quand même l'impression d'un surplace total en termes de dépenses publiques, notamment dans les secteurs stratégiques que sont la santé et l'éducation. Et la question qui se pose est où va tout cet argent que la France récolte? Est-ce que vous me confirmez que, notamment sur ce qu'il se passe vis-à-vis du budget de l'État, on a 60 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, c'est donc des recettes en moins, mais non seulement ces recettes sont en moins, mais en plus elles sont compensées par des recettes potentielles, celles de la TVA, qui auraient pu aller justement sur des politiques publiques, ce qui fait que ça renforce le déficit. Sur la question économique, est-ce que vous nous confirmez, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, le rapport du FMI qui indique que l'augmentation générale des prix a été en grande partie causée par une augmentation des bénéfices des entreprises plutôt que du coût réel des matières premières. Enfin, j'ai vu ce que vous disiez sur la fraude. Je ne sais pas si vous parliez de la fraude fiscale ou de la fraude sociale. S'agissant de la fraude sociale, est-ce que vous prévoyez des mécanismes de contrôle, des dispositifs comme l'accompagnement du RSA avec 15-20 heures de travail accompagné par le RSA, sachant que dans une ville comme Roubaix, moi j'ai 10 000 allocataires du RSA et en vérité les agents n'ont absolument pas les moyens de mettre en place une telle politique et que donc on va se conduire vers un système soit de radiation généralisée, soit de triche ou de manœuvre généralisée pour pallier au manque d'effectifs et que parfois les dispositifs de contrôle coûtent plus d'argent qu'ils n'en rapportent. Merci. Fabien Di Filippo pour Les Républicains. Merci, Président. Je tiens à remercier le Premier Président de la Cour des comptes pour les éléments factuels qu'il nous a transmis et qui confirment deux choses plutôt inquiétantes. Le premier, le statut de mauvais élève de la zone euro de notre pays. Et on voit, audition après audition, malheureusement, l'écart entre la générosité de notre modèle social d'un côté et nos capacités à produire de la richesse pour le financer de l'autre grandir. Et puis, deuxièmement, le caractère irréaliste de la trajectoire du gouvernement, qui repose finalement plus sur de la méthode Coué que sur une vision lucide, avec une croissance maintenant, on en a la certitude, surévaluée, une inflation sous-évaluée. Et il ne faut pas l'oublier, Monsieur le Président, un niveau de chômage sans doute aussi un peu sous-évalué et un niveau d'inactivité qui augmente. Alors il est temps de tirer la sonnette d'alarme pour éviter une dynamique irréversible de paupérisation du pays pour les décennies à venir. Alors j'ai trois questions par rapport à ça. Comment on compte atteindre les objectifs que vous dites atteignables et réalistes pour revenir sous les 3% de déficit en 2027, avec des lois de programmation dans différents domaines, intérieur, justice, défense, qui renvoient le gros des augmentations budgétaires après 2027? Où en est l'effet boule de neige de la dette et de sa charge? À quelle vitesse augmente-t-elle et quand sera-t-elle le premier poste budgétaire de l'État devant l'éducation nationale? Et enfin, sur les retraites, on voit qu'avec les nouvelles prévisions du corps, la sous-évaluation du taux de chômage dans les prévisions du gouvernement, eh bien, même le décalage à 64 ans ne suffit plus. Ça veut dire que notre modèle par répartition, il est clairement condamné. Donc, est-ce qu'il faut commencer à envisager autre chose que ce système par répartition pour assurer des pensions décentes à ceux qui auront travaillé toute leur vie sans gréver complètement les budgets de l'État ou sans, comme l'a souhaité le collègue juste avant, eh bien, augmenter encore la charge fiscale des entreprises et des ménages? Merci. Luc Gesmar pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier vice-président, je vous rejoins tout d'abord sur un constat
posées dans le rapport que vous nous présentez ce jour dans le contexte de nécessaire maîtrise de la dépense publique, nous devons adopter une loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027. J'espère que les débats que nous aurons fin septembre, mes chers collègues, nous permettront cette fois-ci d'aboutir en responsabilité à l'adoption d'un texte. J'aborderai deux thèmes de questions, le financement de la transition écologique et la revue des dépenses publiques. Alors, tout d'abord, dans votre rapport, vous affirmez que l'objectif inédit de maîtrise de la dépense publique sera d'autant plus difficile à respecter car il faudra notamment garantir le financement d'investissements écologiques. Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, que nous auditionnions hier, chiffrent ces besoins de financement jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an horizon 2030 pour s'adapter aux objectifs environnementaux. Sachant que votre programme de travail est placé en 2023 sous le signe de l'adaptation à la transition environnementale, quel est l'avis de la Cour sur cette hypothèse de 34 milliards par an horizon 2030 ? Puis comment concilier une maîtrise de la dépense publique que vous appelez de vos voeux et le financement de la transition écologique. Par ailleurs, dans votre rapport, vous concentrez notamment sur la revue des dépenses. Nous partageons votre constat. Le développement d'une revue des dépenses publiques la plus large possible est nécessaire pour aboutir à des résultats satisfaisants. Vous affirmez notamment que de nombreux pays organisent des revues de dépenses et leur accordent une place centrale dans la gouvernance de leurs finances publiques. Pouvez-vous nous préciser quels sont ces pays auxquels vous faites référence et nous en dire plus sur les bonnes pratiques que vous aurez pu identifier dans ces pays et qui pourraient être mises en place dans notre beau pays? Merci. Philippe Brun pour les socialistes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Merci pour cette présentation sur le rapport sur les perspectives des finances publiques. Intéressant est le tableau que vous faites sur l'évolution des dépenses publiques depuis 2000. Et finalement, on se rend compte que toutes les dépenses publiques n'augmentent pas. Et qu'un certain nombre de postes budgétaires, eux, ont diminué. Par exemple, les dépenses de services généraux ont réduit à hauteur de 2 points de PIB, ce qui est élevé et qui a été permis par la digitalisation, mais aussi, je le crois, par une certaine embolie dans les services publics administratifs. On le voit avec les problèmes que nous avons en ce moment sur les cartes d'identité et les passeports. Les dépenses d'enseignement aussi ont réduit depuis 2000 à hauteur de 0,4% du PIB. Même chose également pour les dépenses d'investissement qui ont réduit de la même hauteur à 0,4% de PIB. Et donc l'augmentation de la dépense publique, elle s'explique par l'augmentation des dépenses de protection sociale, pour moitié la maladie, pour l'autre moitié la retraite, et donc liée au vieillissement de la population. L'augmentation la plus étonnante en vérité est celle des dépenses économiques, à hauteur de 2,4% du PIB. Et vous regardez d'ailleurs les 2100 dispositifs de dépenses économiques qui sont aujourd'hui prévus, liés, vous parlez même d'un éparpillement, d'un foisonnement de ces aides aux entreprises mal pilotées et mal dirigées. Vous donnez par exemple le cas du fonds de relance État-région qui devait décaisser dès 2022 250 millions d'euros et qui n'a été réalisé qu'à hauteur de 23%. Alors, ma question est la suivante. Comment mieux coordonner aujourd'hui la distribution de ces aides économiques ? Nous recherchons toutes et tous ici la voie des rétablissements de nos finances publiques et de baisse, en tout cas, des dépenses publiques dites inutiles. Ces dépenses économiques qui font de la France le champion européen des aides aux entreprises mériteraient d'être davantage pilotées. Comment le faire dans le contexte de la décentralisation et de la compétence économique aujourd'hui qui est donnée aux régions ? Merci. Monsieur Karim Bencherek pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président,
Merci pour cette présentation qui a le mérite d'être claire, notamment sur les dernières réformes injustes et brutales censées soulager nos finances publiques. Vous affirmez que pour ramener le déficit budgétaire, cela a été rappelé à 3% d'ici 2027, le gouvernement doit à la fois préserver les recettes, mais que cela doit passer par un effort substantiel sur les dépenses publiques. Le rapport de la Cour des comptes indique également, noir sur blanc, que les réformes structurelles engagées comme la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage ou programmées comme celle du RSA ou de Pôle emploi n'auraient, je cite, qu'un impact marginal sur l'exercice. Des mois donc, finalement, que le gouvernement martèle que sans cette réforme des retraites, le système s'écroulerait. Nous comprenons donc que cette réforme injuste ne changera rien à l'état de nos finances publiques et changera par contre beaucoup trop la vie de nos compatriotes les plus vulnérables. Nous souhaitons par ailleurs vous soumettre quelques interrogations. Dans ce contexte budgétaire tendu et alors que l'objectif de préserver les recettes, dans quelle mesure considérez-vous raisonnable les nouvelles baisses d'impôts en direction des entreprises et notamment la suppression totale de la CVAE, laquelle inquiète tant nos collectivités? Quel regard portez-vous sur la perte de ressources quand au même moment le gouvernement refuse en plus à faire contribuer les profiteurs de ce contexte, notamment en taxant les surprofits? Le rapport indique également qu'il faudra garantir le financement d'investissements écologiques dans un contexte de baisse substantielle de la dépense publique. C'est ici que notre analyse rejoint la vôtre. La transition écologique et solidaire, c'est souhaitable et nécessaire, mais pensez-vous pas que la règle des 3% risque plutôt de contraindre fortement les capacités d'investissement public? Comment, dès lors, assurer de manière certaine le financement tellement urgent de l'adaptation et de la prévention? Enfin, et je finis par ce point, vous proposez une importante contribution sur la revue des dépenses publiques à laquelle vous souhaitez donner un sens écologique et nous le saluons. Une remarque cependant qui rejoint un petit peu celle de mon collègue Philippe Brun. Vous dénoncez les précédentes revues rappelant que leur impact a été au final marginal sur les finances publiques alors qu'en même temps, l'insatisfaction à l'égard des services publics a augmenté. Je comprends donc que ces revues, outre le fait qu'elles aient participé au démantèlement de nos services publics, dont le service public diplomatique et consulaire que vous connaissez bien, n'ont pas eu d'impact majeur sur la dépense publique. C'est là un point qui devrait effectivement mériter aussi toute notre attention. Merci. Merci. J'ai deux inscrits supplémentaires. J'ai M. Holroyd et M. Mournet. S'il n'y en a pas d'autres, je propose de les prendre maintenant, 1 minute chacun. Donc on commence par M. Holroyd dans l'ordre des inscriptions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci pour ce rapport qui est éclairant, qui montre que quand même entre 2017 et 2019, il y a un effort considérable qui est fait sur les prélèvements obligatoires, sur le déficit public, sur la dette publique et qui se retranscrit très clairement dans les chiffres avant le choc inflation Covid, mais qui met en exergue qu'il y a une décorrélation croissante avec nos partenaires européens qui est historique et qui continue à s'accentuer après ce choc de 2019. Au moment où il y a un besoin de financement de la transition écologique qui est extrêmement important et qui conduit donc à la seule conclusion logique au regard des dépenses publiques dans le PIB, c'est-à-dire qu'il faut une réaffectation profonde de nos dépenses publiques en leur sein. Moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Premier Président, qui est une question que je pose à l'ancien ministre, à l'ancien parlementaire, etc. C'est que vous donnez une certaine série de propositions, ouverture à la donnée, transparence, etc. C'est au fond l'intention de la LOLF. Si je me souviens de conversations que j'ai eues avec les inspirateurs de la LOLF, c'était la même inspiration qu'ils avaient. Plus de contrôle, plus de transparence, plus de données, plus de transparence avec le Parlement. Et force est de constater qu'après, avec un certain recul, on s'en s'est saisi de façon discutable. Et la question que j'ai vraiment pour vous, c'est comment se fait-il que cette institution, notre Assemblée, notre Commission des finances, n'arrive pas, depuis près de 20 ans, à se saisir de sujets avec l'efficacité qu'elle devrait avoir. Parce qu'au fond, la ligne de contrôle, la dernière ligne de contrôle budgétaire, c'est cette Commission des finances et c'est cette Assemblée. Et en l'occurrence, toutes les questions que vous pointez doivent nous ramener à notre propre responsabilité. Bien sûr qu'il y a le gouvernement qui peut le faire, bien sûr qu'il y a les inspections des ministères qui peuvent le faire, mais éventuellement, c'est ici que ce contrôle doit se faire. Et la réalité, c'est que malgré les intentions de nos prédécesseurs, cette réaffectation, cette question de l'utilité des dépenses publiques ne se contrôle pas assez efficacement, malgré tous les efforts d'à peu près tous les groupes, par exemple, dans le printemps de l'évaluation. Donc, ma question, c'est vraiment aux responsables politiques qui a occupé toutes ces fonctions, de savoir un peu quelle est votre analyse de la faiblesse de notre système institutionnel. Bien, vous aurez atteint 2 minutes. Monsieur Mournet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci pour votre présentation. Je souscris à la méthode, au fond, d'ouvrir les fenêtres et d'une méthode champ large
Vander, comme vous avez dit, sur nos revues des dépenses, peut-être, je ne sais pas, une idée, peut-être une convention citoyenne, mais effectivement, je rejoins ce que dit mon collègue, c'est qu'on bute quand même année après année sur où est-ce qu'on tranche. Donc, est-ce que la limite de l'exercice, de l'efficience, l'efficacité, est-ce qu'on n'est pas au bout? Et est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, se poser des questions sur des grands choix? Et dans la présentation, peut-être aussi de détourer ce qui relève de la sécurité sociale, qui est un choix de socialiser, et de ce qui relève des autres politiques budgétaires et fiscales. Et deux questions là-dessus. Est-ce que, en comparaison internationale et en comparaison européenne, où est-ce que sont les grands écarts avec nos partenaires dans les écarts de dépenses publiques? Et deuxième élément, est-ce que la Cour des comptes s'est penchée ou saisie de la question de la comptabilité écologique qui est menée par à la fois l'Ordre des experts comptables et des chercheurs d'AgroParisTech, Alexandre Rambaud et M. Gébaud de mémoire, et qui est assez intéressante et en écho avec ce que M. Pisani-Ferry, notre président, qui l'évoquait tout à l'heure, nous indiquait aujourd'hui comme une nécessité absolue. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mournet. Je me permets, je faisais une réflexion en lien avec ce que vous disiez, Monsieur Leroy, au président de la Cour des comptes. Je la fais tout haut. C'est qu'il y a décrochage, certes, mais il y a peut-être aussi un rapport avec le fait que il y a décrochage et d'un autre côté, on n'est pas en récession, contrairement aux Allemands. Et ça, c'est la deuxième fois où ça se passe. C'était passé déjà par rapport à la crise des subprimes, où, j'allais dire, le matelas des dépenses publiques françaises avait soutenu l'activité économique française par rapport à nos voisins. Peut-être que l'un explique aussi l'autre. En tout cas, je le mets sur la table. Et maintenant, je donne la parole au président de la Cour des comptes pour nous répondre. Merci. Je commencerai par vos questions, naturellement, Monsieur le Président. D'abord, sur cette contre-performance, en effet, c'est une question de spécialisation de l'économie pour chaque pays. Il faut noter que la France fait presque aussi bien que l'Italie, 1%, mieux que l'Allemagne, 0,6, ou l'Espagne, moins 1,3, moins bien que les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Autriche. Et ça s'explique notamment par des pertes de parts de marché d'exportation plus importantes, en particulier, et pas seulement dans l'automobile et l'aéronautique, pas seulement touchées par la crise sanitaire. En France, c'est la demande intérieure qui a soutenu le PIB de 2019 à 2022, à hauteur de 3,3 points au total sur 4 ans. Et ça, en effet, c'est l'impact du quoi qu'il en coûte. Mais notons quand même qu'en termes de dépenses publiques, les niveaux ont été à peu près équivalents dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Les niveaux initiaux en termes effectivement de situation de finances publiques n'étant pas tout à fait les mêmes, tandis que la demande extérieure, elle faisait baisser à hauteur de 2 points sur le même laps de temps. Les pays qui ont fait mieux que la France en termes de croissance dans la zone euro sont plutôt ceux qui sont exportateurs nets. Et donc, par rapport à la dernière réflexion que vous faites, elle mériterait d'être approfondie. Il y a assurément un effet dépenses publiques, amortisseurs social, État, assureur en dernier ressort. Mais il y a aussi quand même, à la fois pour le bien et pour le moins bien, nos questions de spécialisation. Et ce qui est en cause dans la croissance allemande aujourd'hui, me semble-t-il, c'est essentiellement son modèle productif, qui a fait sa force, qui a fait sa gloire, et qui est aujourd'hui davantage impacté que le nôtre. Et donc, il y a la question de la demande, mais il y a aussi quand même la question de l'offre qui doit être étudiée, je pense, de très près, parce que pour redistribuer et pour dépenser, il faut aussi produire. Pour ce qui est de la dégradation du service public, je vais répondre sur l'effet des mesures discrétionnaires sur le déficit structurel. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, à savoir que le solde public ne s'est pas dégradé, il s'est même amélioré, en passant de moins 6,5 à moins 4,7%, mais ce niveau est encore trop élevé. Cette dévaluation aurait pu être plus marquée, dans la mesure où les recettes ont été exceptionnellement dynamiques en 2022. Le déficit, c'est forcément le résultat d'une équation, c'est les dépenses et les recettes, mais en l'espèce, c'est la dynamique de la dépense qui a pesé sur le déficit et pas une anémie des recettes. Les mesures de baisse des prélèvements obligatoires ont amputé les recettes à hauteur de 9,4 milliards en 2022, de 5,2 milliards supplémentaires en 2023, ce qui contribuerait à détériorer le solde structurel à hauteur de 0,5 points de PIB en 2023 par rapport à 2021. Plus difficile d'évaluer l'impact des mesures discrétionnaires jusqu'en 2027, parce que justement, nous n'avons pas de documentation suffisante. Et ça, pardonnez-moi, mais il faudra que le moment venu, quand le temps de l'examen de la loi de programmation soit venu, qu'il y ait quand même une documentation précise du chemin. C'est pour ça que je parle à la fois d'objectifs ambitieux, mais aussi d'hypothèses crédibles. Et parmi les hypothèses, il y a aussi le chemin qu'on suit en matière de dépenses. Mais là-dessus, j'ai passé quelques messages que je redis ici. D'éventuelles hausses d'impôts ne pourraient être que ponctuelles et ciblées, ce qui veut dire qu'il ne faut pas en attendre, je pense, un objectif de rendement. Elles peuvent se justifier pour des raisons politiques ou sociales, elles peuvent financer
dispositifs, par exemple, pensons à la transition énergétique. Moi, je ne suis pas du tout contre l'utilisation de l'impôt. Comme instrument de l'allocation et de redistribution, il existe. Mais malgré tout, en termes de niveau de prélèvement obligatoire, je pense que le consentement à l'impôt n'est pas loin du maximum. Je le pense depuis longtemps, en vérité. Je l'avais déjà dit il y a longtemps dans d'autres fonctions. Je n'ai pas beaucoup changé d'avis, en vérité. Donc, je pense qu'il faut se garder cela. Et puis, de nouvelles baisses d'impôts doivent être impérativement compensées par des économies en dépenses. Je crois vraiment que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de baisse d'impôts sèches. Je le dis de manière très carrée, depuis maintenant une bonne année. Soyons prudents là-dessus. Parce que si une baisse d'impôts non compensée en période de croissance faible avec des dépenses élevées, c'est du déficit en plus, tout simplement. Pour ce qui est des recettes, les recettes attendues de la contribution sur les rentes inframarginales, on va intervenir sur ce point, mais aussi sur les CSPE, les charges des services publics de l'énergie, qui subventionnent les fournisseurs d'électricité renouvelable, sont très sensibles à l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés. Ces derniers, ils ont été divisés par 3 depuis le pic de l'été 2022. Les recettes attendues ont elles-mêmes été revues à la baisse, en cohérence avec ces évolutions. Il ne ressort pas de notre analyse que la prévision de recettes du gouvernement soit affectée d'un biais optimiste là-dessus. C'est plutôt même le contraire qui s'est produit en 2021 et 2022, puisque les prévisions de recettes du gouvernement étaient trop prudentes, même si celles de fin d'année et l'exécution s'élevaient par 2 fois nettement supérieures. C'est du reste qui a incité la Cour à inscrire à son programme de travail pour la fin d'année une enquête sur les modalités de prévision de recettes de l'État. Quand je parle de prudence, je le fais comme président de la Cour des comptes, je le fais comme président de la HCFP. C'est pas un reproche moral, hein, c'est juste que nous avons anticipé assez régulièrement en fait le HCFP depuis 3 ans, depuis que je suis là, que à chaque fois nous allions dépasser les objectifs en termes de recettes. Ça s'est effectivement produit. Sur le déficit et la dépense, je pense qu'en effet, s'il suffisait de maintenir ou d'augmenter le niveau de dépenses publiques pour soutenir la croissance, nous aurions, pas seulement une fois, Monsieur le Président, mais systématiquement, une croissance supérieure à celle des autres pays européens. À mon sens, et je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de baisser le niveau de la dépense. La Cour n'est pas une institution qui propose une austérité brutale, bête, méchante. Il s'agit de la faire progresser moins vite qu'à l'accoutumée. En outre, nous proposons une méthode nouvelle qui est celle de revue de dépenses qui débouche sur des économies intelligentes plutôt qu'un rabot aveugle, ce qui devrait éviter de peser sur le potentiel de croissance. Enfin, je crois que la réduction du déficit est impérative pour garantir la soutenabilité de la dette publique. Et la charge de la dette s'est établie en effet à 53 milliards d'euros en 2022, alors même que l'effet de la hausse des taux ne s'est pas encore matérialisé. Une question m'a été posée sur à quel moment ça devenait le premier budget d'État. Heureusement, dans assez longtemps, puisque le premier budget de l'État, si on compte tout, c'est l'éducation nationale. Mais on devrait être au-dessus de 70 milliards d'euros en 2027. Ça veut dire un triplement par rapport à 2021, compte tenu des faits divers, l'inflation, la hausse des taux. Je ne sais pas comment, en réalité, on finance une politique de croissance dans ces conditions. C'est ça la vraie question. Enfin, vous me demandiez, Monsieur le Président, s'il ne fallait pas rechercher du côté des dépenses fiscales. Je vous réponds à la fois oui et non. Oui, parce que les dépenses fiscales sont des dépenses. Non, parce que ça ne suffit pas. Mais nous allons présenter une note la semaine prochaine sur ce point. Et c'est un sujet, évidemment, qui reste à investiguer. Plusieurs d'entre vous, à commencer par vous, Monsieur le Président, m'ont interrogé sur le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui a évidemment un mérite considérable, qui est de jeter un regard panoramique sur cette grande question, et aussi de donner des évaluations qui, je l'ai noté, sont assez peu discutées, de l'ordre d'une 70 milliards d'euros de dépenses publiques annuelles à partager entre le public et le privé. Là-dessus, je me suis exprimé publiquement, j'avoue un petit peu en sortant de ma condition de président de la Cour des comptes, mais pas celle de président du Conseil des prélèvements obligatoires, qui a fait des travaux là-dessus. Mon sentiment, c'est qu'il faut avoir là-dessus un grand débat sans tabou. Je le dis, je sais que cette position n'est pas exactement celle qui a été prise par le ministre des Finances. Je n'ai pas réagi en disant fermer le banc, y compris sur les impôts, non pas parce que j'y suis favorable, je n'ai pas expertisé cette question, mais parce que je crois qu'il faut être conscient que cette dépense-là est une dépense nécessaire. Elle est nécessaire. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un effort massif d'investissement sur la transition écologique. La question, c'est comment nous le finançons. La réponse de la Cour, c'est plutôt que s'il faut augmenter une partie de la dette pour ça, alors il faut réduire la dette de manière plus conséquente ailleurs. C'est quand même dans un train de désendettement. Parce que, de ce point de vue-là, et je réponds à une question qui m'a été posée aussi, sur les 3%, monsieur le député,
Ce n'est pas en dérogeant aux 3% qu'on va se donner un potentiel de croissance, c'est en ne les respectant pas qu'on va atteindre notre potentiel de croissance. Parce que je ne suis pas fétichiste de ces chiffres. 3%, c'est en gros le niveau où la dette s'inverse. Si on continue d'augmenter la dette, eh bien, le potentiel pour investir sera très réduit. Le jour où nous aurons 75 milliards d'euros de dette publique, service de la dette annuelle, je vous assure que les pouvoirs publics souffriront. Vous m'invitez, monsieur Holroyd, de porter témoignage, je déteste le faire, en même temps c'est toujours tentant, sur ce que j'ai vécu. Quand j'étais ministre des Finances en 2013-2014, 5% de déficit, 0% de croissance, les impératifs européens qui nous aiguillonnaient, pour rester poli, vous ne pouvez rien faire en termes de dépenses. Rien. Et donc, si vous n'avez pas respecté vos objectifs de désendettement, vous ne financerez pas la transition écologique. Donc la vraie question pour moi, c'est comment on fait pour financer ça? Et je pense que là, ça demande une vraie mise à plat, un peu de temps, du travail fondamental. Ça ne peut pas se régler en 2 coups de cuillère à peau, en disant oui ou non, en disant tout de suite on a trouvé. Ça n'est pas vrai. Et donc, moi, je suis pour ce débat démocratique. Je ne peux pas préconiser l'ouverture sur les revues de dépenses et pas être ouvert à une réflexion sur les recettes. Ce qui ne signifie pas que j'adhère forcément à cette proposition. Mais je trouve que l'évacuer d'un revers de main, comme l'a prouvé son discuté, ce n'est pas tout à fait en méthode ma conception des choses. Pour ce qui est du financement des collectivités locales, Madame la députée, quelques autres, vous m'avez interrogé là-dessus. Il y aura la semaine prochaine une note qui porte sur les collectivités locales, mais la question que vous posez sur les agrégats est une question qui est posée, qui est légitimement posée, y compris dans le cadre de la revue des dépenses publiques. Posée, mais nous n'avons pas à ce stade la réponse de manière très, très claire. Pour ce qui est d'évoquer plusieurs fois les revues de dépenses, en parlant de la RGPP ou de la MAP, etc. Mais la RGPP, la MAP et 2022, l'exercice 2022, ce ne sont pas des revues de dépenses telles que les pratiquent plusieurs de nos partenaires, puisque ça a été demandé, comme l'Allemagne, comme la Suède, comme le Canada. Une revue de dépenses, c'est un exercice où on met tout à plat, de manière systématique, on le fait de manière démocratique, on met la donnée à disposition, où on regarde toutes les administrations, toutes les politiques publiques, et où à partir de cela, on fait le tri dans les politiques publiques entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour aboutir à un système qui, avant tout, est plus performant, plus efficace et plus juste, et in fine, qui dégage des économies. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un exercice budgétaire. La finalité n'est pas budgétaire. Le résultat l'est, bien sûr. Mais c'est l'inverse d'un exercice budgétaire. Et j'ai l'outrecuidance de penser que si on ne le fait pas, on ne réussira pas à remplir nos objectifs budgétaires. Ou alors on le fera de manière profondément insatisfaisante. Donc je ne suis pas pour une logique budgétaire a priori, je suis pour un constat a posteriori d'économie qui résulte d'une amélioration des politiques publiques. Et c'est au fond la leçon que j'anticipe un peu. Nous tirons de notre propre exercice thématique, non pas des chiffres, parce que ce n'est pas notre rôle. Je ne suis pas un partisan du gouvernement des juges et je ne suis pas un partisan du gouvernement des experts. Il y a un gouvernement, c'est à lui de faire les choix budgétaires et vous les proposez, c'est à vous de voter, mesdames et messieurs les députés. Non, nous pouvons aider à la décision, c'est ça qui est notre rôle. Pour ce qui est des OATI, nous avions demandé, lors de la présentation d'un précédent rapport, le RB2, que l'APE revoie sa doctrine. C'est vrai que ça représente un montant élevé de la dette. Moi, je fais assez confiance à l'agence France Trésor pour la gestion de la dette, qui est plutôt de qualité. Un précédent rapport de la première chambre l'avait montré, je crois, il y a 2 ans. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est immuable. Il faut donc tenir compte au fur et à mesure. Disons que les OATI, à mon sens, je ne sais pas, la FT sera difficile de s'en passer complètement parce que ça permet de répondre aux besoins de la Caisse des dépôts et consignations, notamment pour financer nos opérations sur l'épargne réglementaire, et donc ça rassure les investisseurs. Donc c'est un équilibre à trouver. Mais après, c'est une question de choix fins dont je ne suis pas capable et qui ne sont pas dans ma compétence. Je fais sur les aides économiques la même réponse que j'ai faite sur les collectivités locales, c'est-à-dire que nous y reviendrons la semaine prochaine dans le cadre de notre thématique, puisqu'il y a une des notes thématiques qui porte là-dessus, comme sur les dépenses fiscales. Enfin, 2 questions sur les mesures en matière de budget vert et autres. Il y aura aussi une note de notre part qui porte là-dessus, mais nous sommes prêts à aller plus loin. Ce qui me permet de conclure par une réponse à votre remarque, monsieur le député Holroyd. Je me fais toujours violence, et je continuerai tant que je serai ici,
pour parler en tant que responsable politique. Je l'ai été, je sais comment ça marche. Je ne l'ai pas complètement oublié, et ça peut inspirer parfois mes réflexions. Mais je ne le suis plus. Je suis Premier président de la Cour des comptes, ce qui impose impartialité, indépendance, et ça, je m'y tiens très scrupuleusement. Je peux avoir des idées comme citoyen et une expérience comme responsable, mais je ne suis plus dans ce rôle-là. Et je me garde de tenir la main du gouvernement. Mais peut-être, et c'est à vous de savoir pourquoi ce rôle est effectué à votre sens de manière insatisfaisante, et je crois très profondément que le Parlement peut faire plus. Alors peut-être être une question d'outillage, de capacité d'indépendance, capacité d'expertise indépendante. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire de ce point de vue-là. Enfin, j'ai été des vôtres, j'ai même été des vôtres, membre de la Commission des finances. Vos bureaux, je veux dire, nos bureaux sont plus petits que ceux de vos homologues à Washington, et vos équipes aussi, même quand vous occupez des rôles particuliers. Bon, c'est comme ça. Quand vous allez voir un sénateur à Washington, vous arrivez de 50 personnes dans un staff. Bon. La Commission des finances a des moyens, mais ils sont sans doute plus modestes. Mais c'est bien de ça dont il s'agit quand même, c'est-à-dire de capacité à challenger. Pas pour la défier, pas pour s'en défier, l'administration et l'expertise budgétaire et financière dont dispose cette grande citadelle qu'est Bercy, que j'ai eu la fierté de diriger pendant un moment. Et je voudrais simplement vous dire une chose, c'est un message auquel je tiens fondamentalement, c'est que la Cour des comptes, vous ne le réalisez peut-être pas suffisamment, et le Haut Conseil des finances publiques, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, sont à équidistance entre le Parlement et le gouvernement. Et que, je ne cesse de le dire, la capacité d'expertise dont nous disposons, elle est à votre service. Elle est à votre service. Et je pense que dans cette affaire-là, nous sommes objectivement vos alliés. Parce que nous n'avons pas à nous prononcer, nous ne faisons pas de politique. En revanche, notre capacité d'expertise que nous dégageons dans nos travaux, c'est une aide éventuelle, si vous voulez vous en saisir, pour vous, pour justement challenger le gouvernement. Le Haut Conseil des finances publiques, je ne suis pas ici comme président de la Cour comme président du Haut Conseil des finances publiques. Si je me bats autant avec acharnement et devant vous parfois pour qu'on en renforce les moyens, c'est pas pour augmenter la taille du bureau, en l'occurrence, ça c'est de la bureaucratie. C'est parce que il faut avoir une capacité d'indépendance suffisante pour mettre en cause, discuter les chiffres du gouvernement. C'est ce qu'ont nos partenaires. Nous ne l'avons pas. Et donc je pense profondément que cette culture-là, cette culture de partage et d'équilibre des pouvoirs, cette culture de dialogue avec l'exécutif, c'est ce qui manque au pays. Oui, et c'est une conclusion que je tirais depuis longtemps. Même quand j'étais ministre des Finances, je ne me défiais pas de cela. C'est pour ça que j'ai aussi créé le Haut Conseil dans ces conditions. Je regrette de ne pas lui avoir donné suffisamment de moyens. Mon administration ne le souhaitait pas vraiment à l'époque. Mais c'est quelque chose de fondamental. Je sais que vous travaillez, monsieur le député, sur la réforme des règles. On s'est rencontrés à cet égard. D'ailleurs, vous écrivez un courrier suite à notre rencontre pour vous dire assez précisément ce que je crois. Je pense que si nous renforçons les autorités indépendantes, l'expertise indépendante, si nous renforçons notre capacité collective au niveau parlementaire, au niveau de la Cour, au niveau du Haut Conseil, à d'autres niveaux encore, pour produire des chiffres, des faits, eh bien, le débat public s'en portera mieux. Et c'est aussi une condition pour réussir la revue des dépenses publiques, car c'est ça mon dernier message. Moi, je crois très profondément à cet exercice de revue des dépenses publiques. Je vous le redis, nous ne l'avons jamais fait dans notre pays. Je dis bien jamais. Et je pense que si nous le faisons, ce sera une manière beaucoup plus intelligente que je ne sais quelle démarche strictement budgétaire pour parvenir à de meilleurs résultats en termes de finances publiques, mais surtout en termes de qualité de la dépense publique, de qualité du service public, de satisfaction de l'usager citoyen pour lequel nous travaillons les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux qu'appuyer la nécessité de moyens et la nécessité toujours d'indépendance de la Commission des finances par rapport à l'exécutif, de façon à pouvoir contrôler les choses. Et je voulais également dire que c'est vrai ce que vous dites sur les moyens, mais on a une chance quand même, c'est qu'on a des administrateurs de qualité absolument remarquables, auxquels je tiens à rendre hommage à la fin de cette session ordinaire. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.